Dans cette vidéo, on va parler de comment construire des campagnes méta qui font vraiment des ventes. Salut, c'est Étienne, je suis le fondateur de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Avant de créer mon agence, j'ai travaillé chez Google et Meta, j'ai accompagné des centaines de marques, des startups jusqu'aux grands groupes, et j'ai géré plusieurs dizaines de millions d'euros de budget publicitaire. Avec le temps, j'ai pu me faire une petite idée de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas en acquisition, et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une équipe de 30 personnes qui testent toutes nos hypothèses avec leurs clients. Il y a quelques semaines, j'ai co-organisé un événement chez Meta avec Simio, qui est une solution de marketing conversationnel sur WhatsApp. Le thème de l'événement, c'était les coulisses de marques e-commerce qui scale, et on a présenté chacun une partie sur l'acquisition et la rétention devant 130 e-commerçants. Ce que tu t'apprêtes à voir, c'est un replay de ma partie, intitulée Construire des campagnes méta qui font vraiment des ventes, dans laquelle j'aborde en une quinzaine de minutes les 5 éléments qui font, à mon sens, que certaines marques réussissent sur Meta, tandis que d'autres plafonnent. Si tu veux être tenu au courant de nos prochaines actus et de nos contenus, abonne-toi à cette chaîne, et autrement, je te souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous. Alors mes slides sont bien moins jolis que celles de Meta, mais on dit que le fond compte autant que la forme. Je vais commencer par quelques screenshots. Ce que vous voyez à l'écran, c'est des screenshots de dashboard de certains de nos clients. Alors je ne vous mets pas les noms évidemment. Et du coup des courbes de croissance, notamment e-commerce des ventes de ces clients-là. Et ce que vous voyez juste après, c'est une petite analyse qu'on a faite, et c'est le mix média global des clients de l'agence Rhodes. Comme vous voyez, il y a une grosse partie en bleu qui représente Meta, quasiment 3/4. Le reste est attribué à Google, TikTok, Snap, et on ne voit pas, mais il y a également 2% sur Pinterest. Et alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce que je suis particulièrement fan de Meta, même si on est très ravis qu'ils nous accueillent chez eux. Et c'est pas non plus parce que je suis pro Meta en termes de publicité. On a des clients qu'on accompagne, on a une équipe dédiée sur la partie SEA. C'est plutôt parce qu'on s'est rendu compte, et nos clients, peut-être aussi indirectement grâce à nous, que Meta pouvait être un canal d'acquisition extrêmement puissant s'il est bien utilisé. Et aujourd'hui, c'est ce dont j'aimerais vous parler particulièrement. Je me présente, je suis Étienne, je suis un ancien de Google et Meta, donc j'ai travaillé chez les deux, notamment dans ces mêmes bureaux avec une partie de mes anciens collègues ici. Je suis créateur de contenu aussi sur des sujets de publicité, de e-commerce. J'essaie de faire beaucoup de vulgarisation et de contenu didactique, donc sur LinkedIn, TikTok et YouTube, sur lesquels vous pouvez me retrouver. Mais je suis surtout et avant tout le fondateur SEO de Rhodes, qui occupe une bonne partie de mes journées, comme vous vous en doutez. Et Rhodes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une agence spécialisée dans la publicité pour les e-commerçants et les retailers. Une agence qui a été créée en janvier 2023, donc on a 2 ans et demi d'existence aujourd'hui avec une trentaine de personnes dans l'équipe, et qui est répartie en 2 pôles principaux. Un pôle performance avec des personnes qui s'occupent de gérer les campagnes de nos clients et de les conseiller sur leur stratégie e-commerce. Et également un deuxième pôle qui est actuellement d'ailleurs une agence à proprement parler qui s'appelle Creads, et donc avec une équipe d'une 12aine de personnes qui s'occupent exclusivement de produire du contenu à destination de la publicité. On a un petit peu plus de 30 millions de budget investi à date sur les plateformes, donc comme vous l'avez vu, une grosse partie sur Meta. 170 marques accompagnées à date, vous avez quelques noms à l'écran, et on a 2 types de clients avec qui on travaille. Donc c'est des pure players e-commerçants, donc par exemple avec des marques comme The Smileyst, Un Bon Maillot qui sont ici. Et aussi des retailers, donc qui sont plutôt initialement issus du monde physique, mais qui font de la vente en ligne avec des marques comme par exemple Carré Blanc ou encore Oxbow, que nous accompagnons au quotidien. La manière dont j'ai choisi de faire cette partie, c'est d'essayer de lever un petit peu le voile sur ce qu'on observe, puisqu'on est dans une assez bonne position pour savoir et comprendre quels sont les éléments clés qui font qu'aujourd'hui des marques arrivent à faire de Meta un vrai canal de découverte, et pas uniquement un canal qui vient assister des ventes sur d'autres plateformes, mais qui permet de recruter des nouveaux clients et de développer au sens premier du terme l'acquisition. Et donc je le présente sous forme de 5 choses qui font vendre sur Meta. Ça ferait un très bon TikTok d'ailleurs en y repensant, en lisant cette slide. La première, c'est évidemment la mesure. On en a parlé tout à l'heure, on parlait d'incrémentalité, Marine l'a très bien présenté. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Meta est sous-évalué systématiquement, parce que déjà ce n'est pas un canal finisher, premièrement, parce que c'est également un canal qui est soumis à des problématiques d'attribution. C'est également un canal, mais comme les autres, qui est soumis à des problématiques de collecte de données. On n'est pas sans savoir que RGPD, iOS 14, entre autres, ont un impact sur la donnée qu'on peut traquer. Et tout ça fait que l'attribution, elle n'est pas généralement en faveur de Meta. Et donc on a tendance à ne pas investir sur ce canal-là. Donc ça c'est le constat de départ. Donc nous, pour pallier à ça, ce qu'on a fait, c'est trouver notre propre manière de mesurer la performance sur Meta, et je vais vous la détailler très rapidement. On a 2 types d'indicateurs. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les indicateurs macro.
Donc macro, c'est tout ce qui touche au business directement. Là, on va vraiment pas se prendre la tête avec tout ce qui touche à la mesure, à l'attribution. On va prendre ce qui sort de votre back-end. Donc on va regarder le nombre de nouveaux clients, ce que vous avez en chiffre d'affaires, et on va le mettre en rapport avec les dépenses publicitaires globales, peu importe la plateforme d'acquisition. Ça nous permettra de calculer des métriques comme par exemple le COS ou le MER, qui sont le rapport entre le chiffre d'affaires et vos dépenses publicitaires, mais aussi d'autres indicateurs comme le coût d'acquisition blended. Donc c'est globalement combien ça vous coûte en dépenses marketing d'acquérir un nouveau client. Ça vous permet de répondre à la question est-ce que ma stratégie d'acquisition est efficace? Mais ça ne vous permet pas de répondre à est-ce que Meta est plus efficace que Google. Deuxième niveau de lecture, c'est ce qu'on appelle les indicateurs micro. Et donc là, on va vraiment regarder, je ne vais pas tous les faire, mais tout ce que vous connaissez dans les plateformes. Mais l'objectif de ces indicateurs, c'est vraiment de savoir si une campagne A est plus performante qu'une campagne B. Donc c'est vraiment purement de l'optimisation. Et l'erreur que font beaucoup de marques, c'est de mélanger les deux. Nous, on les scinde volontairement parce qu'elles n'ont pas le même objectif et parce qu'on sait que tout ce qui est micro est soumis à des biais. Mais avec ça, on n'est pas forcément avancé parce qu'on ne sait pas répondre à la question est-ce que c'est Meta ou Google qui drive notre acquisition? Donc il y a plein d'outils qui sont faits pour ça, les outils d'attribution qu'on connaît, je ne vais pas les citer, mais nous on en a un particulièrement qui est très simple à mettre en place, qu'on met en place avec quasiment tous nos clients et qu'on recommande, c'est ce qu'on appelle le questionnaire post-achat. C'est tout bête, après un achat, on met sur son site, il y a plein d'apps qui font ça extrêmement facilement, et on pose la question comment avez-vous entendu parler de nous la première fois? Sur cette question-là, on va avoir des répondants. Souvent, on a des bons taux de répondants, mieux que ce qu'on pense. Et ça nous permet en fait de calculer ce qu'on appelle un CAC déclaratif, donc un coût d'acquisition déclaratif. Et on va pouvoir, donc ce nombre de répondants par plateforme, le ramener aux dépenses par plateforme. Et donc ce coût d'acquisition déclaratif, on va le mettre au regard de ce qui est indiqué dans les plateformes publicitaires, donc les régies, Google, Meta, entre autres. Et ça va nous permettre de regarder déjà s'il y a une différence, mais surtout de mesurer l'évolution en fonction de l'évolution aussi du mix média. Donc si demain on passe sur un mix média de 50-50 à 60-40, 70-30, on va regarder si ce CAC déclaratif continue d'être en faveur de Meta et si on a raison de continuer à le faire. Petite anecdote, un de nos clients qui nous a rejoint en novembre 2024 avait 55% de son budget sur Meta et 45% sur Google. Google affichait un ROAS 32% supérieur à celui de Meta. En faisant cet exercice de CAC déclaratif, on a vu qu'en fait c'était l'inverse, que Meta avait des CAC qui étaient 40% inférieurs à ceux de Google. On est passé à un mix média de 70-30 à 80-20. Le chiffre d'affaires a fait x3 en back-end. Je parle uniquement de la vision Shopify en 3 mois. Le chiffre d'affaires mensuel, et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Voilà. Donc, moralité, ne pas se fier à ce que disent les plateformes, même si j'aime beaucoup Meta et ce qu'ils mettent en œuvre pour la partie mesure. La deuxième chose qui fait, et je pense que c'est très important de l'avoir en tête, c'est les niveaux de conscience. Qui fait qu'une campagne fonctionne, c'est les niveaux de conscience. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un concept qui a été théorisé par Chet Holmes, qui est l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle The Ultimate Sales Machine, et qui explique que peu importe le marché dans lequel on se trouve, on peut segmenter les utilisateurs et les acheteurs de la manière suivante. Vous avez 30% des gens qui sont dans tous les cas pas intéressés par acheter ce que vous avez à leur vendre. Vous avez ensuite 30% des gens qui n'ont pas besoin de ce que vous leur vendez. Vous avez 30% encore des gens, ce qui nous fait 90, qui ont un besoin mais qui ne sont pas encore dans une phase d'achat. Et après, vous avez 7% qui sont en phase de recherche de solutions et 3% qui sont en phase d'achat immédiat. Et ce que dit Chet Holmes, c'est que la majorité des marques en fait, passent leur temps à essayer de convaincre ces 3% avec des arguments qui leur sont propres et qui du coup plafonnent, tandis qu'il y a un océan d'opportunités de personnes qui ne sont simplement pas encore conscientes du fait qu'elles ont peut-être un besoin. Et pour illustrer ça d'un point de vue créatif, on en parlait tout à l'heure, la créa est fondamentale sur Meta, ce qu'on voit très souvent, c'est que les marques en fait, vont aller chercher les utilisateurs qui sont proches de l'achat avec des arguments qui sont très pragmatiques. Par exemple, des arguments promotionnels, des arguments de produits, des avis clients, des témoignages, des choses qui en fait ne s'adressent qu'à quelqu'un qui est déjà en phase d'achat. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, il y a toute une panoplie de formats créatifs qu'on peut utiliser pour parler à ces cibles qui ne sont pas encore conscientes de leurs besoins et pour les inciter potentiellement à devenir clients immédiats ou futurs. Le troisième point, et ce qu'on observe beaucoup chez nos marques, c'est que, chez les marques qu'on accompagne, c'est que pour une marque e-commerce mature, au bout d'un moment, tous les points du business sont optimisés. C'est-à-dire que les offres sont normalement bien pensées, les campagnes médias sont bien gérées, la stratégie CRM est en place, potentiellement les flows WhatsApp sont également très bien paramétrés, le tunnel de conversion, rien à dire, le taux de conversion est optimisé. Donc la dernière variable qui nous reste pour optimiser les campagnes, c'est la créa.
Et donc, pour faire de la créa, il faut bien évidemment une stratégie, on l'a vu juste avant. Il faut savoir ce qu'on fait, à qui on parle, connaître ses personas, etc. Mais il faut aussi être en capacité de produire vite et beaucoup. Et c'est là où il y a beaucoup de marques qui n'arrivent pas à suivre la cadence, puisque quand elles veulent augmenter plus de budget, ce qui requiert plus de créa à tester, eh bien, elles n'ont pas forcément les ressources pour produire. Et donc, je vais essayer de vous présenter très rapidement à quoi ressemble en gros le cycle de production. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'idéation et l'écriture. Donc il y a un métier qui est très en vogue aux US et qui est en train de se développer en France, qu'on appelle le métier de creative stratégiste, dont la seule fonction est de réfléchir à des nouveaux concepts, de faire de la veille, d'analyser, de proposer et de coordonner la production. Donc on n'est pas dans une fonction de production, on est vraiment dans une fonction d'idéation. Ensuite, au niveau de la production, la deuxième étape, on a souvent un duo entre monteur, cadreur pour la partie vidéo et graphiste pour la partie statique, qui peuvent travailler avec des créateurs ou des comédiens si besoin de mettre en scène différentes personnes dans différents setups. Et après, on a pour la partie publication et modération, pour l'organique, le content manager, et pour la publicité, donc le media buying, le media buyer. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une boucle itérative entre ce qu'il y a tout au bout et ce qu'il y a tout en amont pour produire en continu et trouver des formats créatifs qui fonctionnent. Ma recommandation pour les marques, c'est pas nécessairement d'internaliser tout ça, parce que ça peut coûter cher d'avoir une équipe de 4 ou 5 personnes. C'est de se faire potentiellement accompagner par des partenaires. Par exemple, nous, quand on travaille avec des marques, généralement sur la partie créative, on a un trio entre créatif, stratégiste, monteur et graphiste. Mais c'est dans tous les cas d'investir sur la créa, parce qu'aujourd'hui, si on veut développer son investissement sur Meta et faire de cette plateforme un canal d'acquisition, c'est fondamental. Et sans ça, eh bien, on se retrouvera assez facilement bloqué. En parlant de créa, Meta communique régulièrement sur le fait qu'aujourd'hui, les ciblages, ce qu'on appelait le laser targeting historiquement, donc les ciblages au niveau des audiences, avec des optimisations très micro, c'est mort. Et aujourd'hui, du coup, on appelle ce qu'on appelle le creative targeting. Ils disent d'ailleurs creative is the new targeting, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, on a tendance à aller vers des audiences qui sont beaucoup plus larges parce que la créa se suffit à elle-même pour identifier quelle est sa cible et comprendre quelle est l'audience qui va être en capacité ou intéressée par vos produits et acheter. Et donc, pour ça, l'objectif de tout média buyer ou toute personne qui fait de la pub sur Meta, c'est d'aller chercher à trouver des angles créatifs, ce qu'on appelle des créa winners, qui marchent bien et qui résonnent auprès de votre audience et sur lesquels on peut dépenser des dizaines, des centaines de milliers d'euros et on sait que ça va apporter des performances. Mais ce qui est important, c'est de tester de la bonne manière ces créas. Donc nous, on résume une créa de la manière suivante. Une publicité, c'est un persona, fois un format, fois un concept, fois un angle. Et je vais vous donner un exemple pour que ça vous parle. Si on prend l'exemple d'une banque, en ligne par exemple, ou une banque qui est disponible, je ne sais pas, dans les bureaux de tabac, vous avez un persona ici, 3 personas différents, voyageurs, interdits bancaires, aidants. Format qu'on peut utiliser pour présenter une créa, ça peut être de la vidéo, du statique ou du motion. Concept, il y a différents concepts créatifs, us versus them, tagline, podcast, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et après, vous avez les différents angles qu'on peut leur présenter. Est-ce qu'on approche avec le problème, avec le bénéfice, avec la preuve sociale, les avis clients, ce genre de choses. Eh bien, si on choisit de prendre le persona interdit bancaire, d'utiliser le format statique qui est le plus simple à produire, de mettre une tagline CTA qui est également un concept qui est facile à mettre, et qu'on choisit d'illustrer par exemple le bénéfice, eh bien, ça nous donne une créa, par exemple, qui ressemble à ça. Nickel, qui est d'ailleurs une marque avec qui on vient de démarrer une collaboration. Et après testing, on peut peut-être se rendre compte que finalement, en fait, le bénéfice ne marche pas. Donc on se dit, OK, je garde cette structure-là, donc persona, format, concept, mais je vais plutôt essayer de rentrer par le problème. Donc dans ce cas-là, on va repenser la créa juste en changeant la tagline ici, avec une tagline qui s'adapte potentiellement à un nouvel angle marketing. Et sur cette base-là, toutes choses égales par ailleurs, on a une seule variable qui diffère et on va pouvoir savoir si oui ou non, distinguer si oui ou non, ce message marketing marche mieux qu'un autre. Et une fois qu'on a fait ce travail à grande échelle, eh bien, ce qu'on recommande, c'est de faire de la déclinaison. Déclinaison d'angle, déclinaison de concept, déclinaison de créateur. On serait extrêmement surpris de savoir à quel point faire varier juste la personne que vous mettez face à la caméra avec exactement le même script et le même setup, ça peut avoir un impact énorme sur les résultats. Au niveau du montage et au niveau également du micro, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a plein de variations qu'on fait. Globalement, le message, c'est si vous avez une créa qui fonctionne, épuisez-la au maximum. Et enfin, le 5e point, et pas des moindres, aujourd'hui, malheureusement, ça ne marche plus de renvoyer des publicités vers des pages produits classiques. Ça peut marcher un certain temps, notamment pour les 3% qu'on va chercher, mais dès qu'on cherche à dépenser plus sur Meta, eh bien, on va être limité. Et on va être obligé d'aller chercher des personnes qui sont, encore une fois, moins conscientes de leurs besoins. Ces personnes-là ne sont pas dans une phase d'achat, donc si on leur pousse des messages promotionnels, ça ne marchera pas. Donc pour ça, il faut
travailler de concert avec notamment les équipes qui font du CRO et les équipes qui font du CRM pour construire des dispositifs qui sont un petit peu plus innovants et qui permettent de présenter les produits de manière différente pour acquérir des nouveaux clients. Je vous mets 2 exemples de ce qu'on a pu faire avec des clients. Un avec une marque de cosmétiques qui s'appelle Theobroma. Et en l'occurrence, là, on s'est rendu compte que leur formulation, ils avaient un produit qui s'appelle une molécule qui s'appelle la théobromine, qui a des vertus intéressantes. Donc on a présenté ce format à travers une parution de presse qu'ils ont eue chez Marie-Claire, avec l'objectif d'éduquer entre guillemets le marché sur qu'est-ce qu'est la théobromine. Sauf que si quelqu'un vient pour de la théobromine pour se renseigner sur ah tiens, je veux savoir ce que c'est, et qu'on la revoit vers une page produit, eh ben on a 99% de chances que la personne s'en aille. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une landing page qu'on appelle un listicle, qui explique en gros les 5 raisons pour lesquelles la théobromine est bien insérée dans les routines, et qui continue le parcours client et qui ne casse pas justement ce côté éducatif. Et la bonne nouvelle, ça nous a permis en fait d'augmenter les dépenses sur ce compte, entre autres, et de passer jusqu'à plus de 200 000 € de dépenses par mois. Un deuxième dispositif qu'on met en place et qu'on aime beaucoup, c'est les VIP listes, notamment dans le cadre de temps fort, je pense au Black Friday entre autres. Et donc ce qu'on a fait avec un client qui s'appelle The Smilist, c'est de faire une publicité qui pousse l'utilisateur ou le client à s'inscrire pour une vente privée, le rediriger non pas vers une page produit mais vers une landing page qui permet de se préinscrire pour accéder à la vente 72 heures avant tout le monde, et derrière une séquence CRM avec un flow de 4, 5, 6, 7 emails. On ne l'a pas fait en l'occurrence, mais on aurait pu intégrer du WhatsApp. Et donc la combinaison de tout ça nous a permis notamment de faire x7 sur le chiffre d'affaires quotidien d'une marque. Et quand je vous parle de chiffre d'affaires, ce n'est pas du chiffre d'affaires dans les plateformes méta, c'est vraiment ce qu'il y a sur Shopify. Tout ça pour dire qu'il y a plein de manières de le faire, des diagnostics, des quiz, des lead magnets. Ce qu'il faut, c'est travailler de concert, parce que si on fait que le travail sur la partie créa, malheureusement, et média, eh bien, ça ne suivra pas derrière et les performances ne seront pas en rendez-vous. Voilà. Je vous mets en bonus 2 petits outils à utiliser sur la partie créative que je vous recommande grandement si vous ne les utilisez pas déjà. Motion, extraordinaire pour tout ce qui est analyse créative. Foreplay, génial pour tout ce qui est veille et idéation. Et je conclurai, parce que j'ai passé beaucoup trop de temps sur la présentation, avec cette magnifique citation d'un grand monsieur de la publicité qui s'appelle David Ogilvy, qui dit « If you are lucky enough to write a good advertisement, repeat it until it stops selling », et qui s'adresse notamment aux marques qui pensent que pour faire plus de ventes, eh bien, il faut toujours produire des nouvelles idées, trouver des nouveaux concepts créatifs. Ce n'est pas vrai, c'est vrai en partie, il ne faut évidemment pas se reposer que sur ses lauriers, mais on peut avoir de très très bons résultats en épuisant et en essorant au maximum des concepts qui fonctionnent. Et ça a d'autant plus de poids quand on sait que c'est l'homme qui est derrière les publicités légendaires et iconiques de Rolls-Royce, de Dove et d'autres marques de renom, et qui ont tourné, qui ont fait des ventes et des ventes pendant des dizaines d'années sans absolument rien changer au message publicitaire. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Tiffaine, il me semble, à Ludovic avant, pardon.